Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entrecases. On va parler bande dessinée pendant une petite demi-heure avec vous, avec aujourd'hui évidemment mon co-présentateur sans qui je ne serais rien, cher Nicolas Adolphi, bonjour. Comme c'est gentil, bonjour à tous, bonjour Emmanuel. Oui, c'est The Super Duo quand même, mais en fait ce oui, duo, pas seulement The Trio, puisqu'il est derrière son écran, mais pareil, on ne ferait pas cette émission sans lui, c'est Laurent Genati. Salut Laurent. Bonjour Emma, bonjour Nicolas. Salut Laurent. Bienvenue le gars du Sud qui représente BDGES, notre partenaire dans cette émission. Merci à eux de nous soutenir toujours. Évidemment, vous nous suivez sur les box, sur Freebox, sur Bouygues, sur Orange. Vous nous suivez sur la page de Watch TV. N'hésitez pas évidemment à rejoindre. Et puis vous nous suivez aussi sur YouTube, un peu partout. On est hyper content d'avoir de plus en plus de commentaires, de gens qui nous regardent, qui font des petits plaisirs. On était à Saint-Malo le week-end dernier. Je n'ai cessé de rencontrer des gens qui regardaient l'émission, qui faisaient des commentaires positifs. C'est vraiment très très agréable. Voilà. Ouais, c'est agréable. Mais oui. À voilà. part que je suis obligé de sortir dans la rue avec des lunettes noires maintenant, c'est pas vrai. Non, mais évidemment, voilà, ça fait plaisir de savoir qu'on se donne du mal pour vous faire une émission qui vous fait plaisir. Voilà, les retours sont positifs, c'est chouette. Voilà, alors aujourd'hui, on n'est pas que nous, on a un invité sur notre plateau, il est à ma droite, il s'appelle Olivier Petit. Salut Olivier. Bonjour. Vous êtes l'éditeur, créateur des éditions Petit à Petit et vous êtes venu aujourd'hui pour nous présenter le guide de Paris en bande dessinée. C'est un vrai guide de voyage pour aller découvrir la capitale un peu autrement. Il y a autant de pages de BD que de documentaires, donc on va en parler avec vous pour évoquer. Donc voilà, c'est une première mondiale, un guide de voyage en BD, évidemment, on ne pouvait pas ne pas en parler ici. On ira également faire un tour au musée d'art et du judaïsme à Paris, puisqu'il y a une grande exposition rétrospective de René Goscinny, grand scénariste, immense scénariste de BD, allais-je dire, qui nous a quittés il y a 40 ans. Donc il y a plein d'événements, il y a une autre exposition à la Cinémathèque, il y a un Astérix qui vient de sortir, ça ne vous aura pas échappé. Il y a un petit Nicolas aussi en BD, on redécouvre le petit Nicolas avant, ça on en parlera tout à l'heure. Et puis évidemment le coup de cœur de BDGES, ça c'est pour la deuxième partie d'émission, je vous laisse encore un petit peu de suspense. Allez, quel programme! Il nous reste en temps, on en profite, c'est maintenant, c'est parti. Bien, alors aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Olivier Petit. Olivier Petit, alors comme de coutume, je vais un petit peu vous présenter. Olivier Petit est éditeur, il a créé la maison d'édition Petit à Petit en 1997. J'ai plein de questions à ce sujet-là. 5 années plus tard, le catalogue Petit à Petit est passé de 5 livres à plus de 40 livres. Donc la maison d'édition a évolué assez à son rythme, on va dire, dans un milieu et dans des périodes qui étaient particulièrement difficiles. Puis cette maison d'édition devient un label du groupe La Martinière, c'est ça? Ouais. Donc ça, c'était en 2006. C'est ça, ouais. Vous redevenez indépendant, enfin votre maison redevient indépendante en 2011. Je me demande encore pourquoi. Vous voulez que je vous le dise? Ah bah bien sûr. Ah, mais c'est un accord avec le groupe La Martinière qui ne souhaitait plus commercialiser de bande dessinée. Et comme nous, on était l'éditeur bande dessinée du groupe, oui. On a décidé d'arrêter la collaboration de façon tout à fait naturelle. Et donc ça veut dire qu'il y a encore des éditeurs qui pensent que la bande dessinée, c'est pas pour eux? Je pense qu'ils avaient d'autres qualités dans le beau livre et qu'ils n'étaient pas spécialistes de la bande dessinée. Donc c'était un choix tout à fait intelligent. Vous n'avez jamais lâché l'affaire. Et déjà, moi, ma première question, c'est comment est-ce que vous en êtes venu à vouloir devenir éditeur, à vous lancer dans ce milieu-là, à une période qui était quand même pas simple pour un jeune éditeur, en fait? En fait, c'est parti d'une idée. Moi, je faisais partie du fanzine Sapristi à Dieppe. Donc, fanzine qui a eu quand même l'Alphart à Angoulême. Oui. Donc, une bande de passionnés, comme dans tous les fanzines. Et j'avais eu l'idée de faire les chansons de Boris Vian en bande dessinée. Et je l'ai proposé à mes copains de Sapristi. Et eux, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas pensé que c'était une bonne idée. Donc, je l'ai fait tout seul et je me suis lancé avec aucune expérience de la diffusion-distribution, surtout parce que j'étais dans la com, donc je savais faire un livre. Oui. Je me suis lancé avec cette idée toute simple, grâce à la Cohérie Boris Vian qui m'a soutenu. Et sacrée idée, puisque non mais c'est vrai, il y a eu combien dans cette collection-là, il y a eu combien de livres? Il y a eu, je sais pas, plus d'une dizaine de titres. Boris Vian, Gainsbourg, Bobby Lapointe, Edith Piaf, Génial, Bobby Lapointe, Claude François. Absolument. On a fait tous les extrêmes, le grand écart. Ouais, c'est vrai. Ça s'est arrêté quand, cette série, en fait? Ou elle continue, peut-être? Là, on vient de ressortir Barbara, quand même, en bande dessinée. Voilà, c'est ça. Voilà, avec des ouvrages agrémentés de documentaires, comme c'est maintenant la ligne éditoriale chez Petit à Petit.
Bon, là, c'était l'anniversaire de Barbara, c'était l'occasion de mettre Bien sûr. vraiment les projecteurs sur son œuvre. Ça veut dire qu'on aura la chance d'avoir encore d'autres Oui, livres bien à sûr. venir. Oui, D'accord. Donc pas de scoop. Non, regardez les anniversaires, vous allez vite comprendre. Les anniversaires ou Johnny Hallyday, parce qu'en ce moment, bon. Ah non, je fais pas dans le mortuaire, je fais pas Non, je dans parle la de carrière. dans la évidemment. célébration. Ouais. Je parle de carrière. Donc, au-delà d'être éditeur, donc depuis de nombreuses années, vous avez fait beaucoup d'autres choses. C'est étonnant. Vous devez avoir une énergie absolument incroyable, puisque vous continuez à vous battre pour votre maison d'édition, alors qu'on sait que tant de maisons d'édition de petite taille ont disparu. La vôtre est encore bien là. Vous avez d'autres activités. Non. Vous avez eu d'autres activités en termes de communication. Oui, j'ai fait de la communication au début parce que c'était le seul moyen de rentrer de l'argent pour le réinvestir dans les livres. Oui. Après, j'ai été directeur de collection pour d'autres maisons d'édition. Oui. Je suis scénariste, auteur, modeste auteur, bien moins bon que les miens. Et puis maintenant, je suis à 100% sur l'édition parce qu'il y a une véritable ligne éditoriale. On a eu des investisseurs qui sont rentrés pour nous aider, qui nous soutiennent. Ouais. Donc tout ça, c'est très très important. Ça prouve que l'idée est bonne. Ouais. Et en fait, l'air de rien, depuis 97, on a toujours eu la même ligne éditoriale qui est le docu-BD, sauf que maintenant, on l'affirme vraiment haut et fort que c'est ce qu'on fait de mieux. Donc ça, c'est votre domaine. Et est-ce que vous avez l'impression, en tant qu'éditeur, d'être atypique dans ce métier ? Ah, complètement. Je me sens même pas dans ce métier, en fait. Alors, c'est ça qui est très, très étonnant. C'est que moi, je vous connais depuis des années et des années. Et en fait, vous ne faites pas le bruit que tout le reste de la ménagerie fait. Non, parce que je suis un artisan en fait. J'aime bien aussi le parallèle avec la cuisine. Ouais. Moi, je travaille en cuisine, je prépare mes plats, je fais mes sauces, je veux que ça soit bon en salle, et puis après, je retourne en cuisine, je choisis mes ingrédients, et puis je veux que ça soit bien. Il y a que cette année où vraiment je suis dans la lumière grâce à Emmanuel qui... On est toujours dans la lumière avec Emmanuel. Qui me fait rencontrer des gens qui sont capables de transmettre notre savoir-faire au plus grand nombre. Mais sinon, non, on a toujours été très discret. Mais c'est pas de la fausse modestie, c'est juste qu'on avait autre chose à faire, on avait vraiment besoin de travailler nos ouvrages. On espérait rencontrer le public à travers la qualité de ces ouvrages. Et vous, à titre personnel, est-ce qu'il vous est pas arrivé qu'un gros groupe ou une grosse maison d'édition vienne vous voir pour vous titiller un peu, pour vous récupérer éventuellement ? Parce que vous avez une expérience extraordinaire. Tout au début, c'est arrivé tout au début, une grosse maison d'édition qui voulait créer un label qui existe toujours, qui est venue me voir et qui voulait me racheter, mais j'avais que 3 ans d'existence et j'étais vraiment pas mûr. Après, il y a eu l'expérience Groupe La Martinière qui a été très très enrichissante pour moi, où j'ai beaucoup appris. Ouais. J'ai appris à m'organiser. Et puis maintenant, il n'est pas question de venir me chercher tout de suite, quoi. Dans quelques années, sûrement, quand le ligne éditoriale sera bien établie et que j'aurai besoin de m'appuyer sur un groupe. Mais là, aujourd'hui, l'indépendance, c'est quand même le meilleur moyen de s'exprimer. Entre le moment où vous avez commencé dans ce milieu-là et aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Est-ce que le milieu a beaucoup changé ? Est-ce que l'industrie du livre en général a beaucoup changé ? Oui, la production a vraiment augmenté, énormément augmenté. Oui. Ça, c'est indéniable. Et est-ce que c'est un problème particulier pour les éditeurs plus modestes ? Ah ben c'est un très gros problème, c'est un problème de place dans les librairies. Les librairies ne sont pas extensibles. Quand toutes les tables sont occupées par des rééditions de Gilles Jourdan, il n'y a plus de place pour des choses plus atypiques. Et le libraire qui doit absolument faire son chiffre d'affaires, parce que c'est dur pour lui, on comprend qu'il joue sur des albums où il y a une sécurité et que la tentation de lancer de nouveaux produits est très difficile pour lui. Donc vous pensez que le secret de la réussite, c'est vraiment la qualité, évidemment, éditoriale que vous suivez. Mais comment non, mais c'est très important. Autre chose. Mais non, mais c'est important. D'autres diraient que voilà, c'est plus un feeling d'auteur, c'est peut-être un risque, une chance sur 2, etc. Mais il y a une réalité. La qualité, oui, mais c'est aussi surtout ne pas faire ce que les autres savent déjà très bien faire. Ouais. Donc nous, on s'est vraiment spécialisé dans le collectif et dans le docu-BD, c'est-à-dire rendre accessible au plus grand nombre un sujet de culture, de manière à ce que, par la bande dessinée, il puisse aller sur l'histoire de l'art, sur les contes arabes, sur les poèmes de Prévert, chose que ne font pas les gros éditeurs, parce que c'est vendre 5000 albums, pour eux, c'est autant pas se lever, quoi. Donc, tandis que nous, 5000 albums vendus, c'est une rentabilité acquise. Donc c'est important, et nous, c'est vraiment notre ligne éditoriale, c'est comment on se sert de la bande dessinée pour le mieux vivre ensemble, pour rapprocher les cultures, pour rendre les gens plus intelligents, plus compréhensifs, accepter l'autre.
Voilà, c'est vraiment notre ligne éditoriale, ouais. Vous êtes effectivement totalement fidèle à votre ligne éditoriale, et ça, je trouve que c'est plus qu'honorable. Vous avez combien de livres maintenant à votre actif, hein ? Ah ben, j'ai plus de 300 livres à mon actif, et plus de, 600 auteurs découverts aussi. Et alors donc, vous êtes ici en particulier pour nous présenter Le Petit Dernier Né, qui n'est pas encore sorti, puisqu'il sort demain. C'est quand même un bonheur de vous avoir pour cela. Donc, le guide de Paris en bande dessinée. Alors, ce guide de Paris en bande dessinée, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. C'est un vrai guide touristique qui présente un certain nombre de lieux célèbres à Paris, mais également des lieux moins célèbres, et surtout qui explique des histoires extraordinaires autour de Paris, autour des quartiers et autour de ces lieux-là. Ce que je trouve, alors moi, je vous le cache pas, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'adore ce livre en vérité. Moi, je suis un pur Parisien déjà. Alors vous commencez par Paris, vous ne pouviez que me séduire. Mais je vais vous dire pourquoi j'adore ce livre. D'abord parce que c'est un vrai guide. Il faut pas croire que c'est juste quelques lieux typiques, Tour Eiffel, etc., Arc de Triomphe, etc. Ils sont présents là. Mais au-delà de ça, vous présentez tout un tas de lieux plus discrets, mais tout autant riches en termes d'histoire. Donc déjà, en termes de guide, c'est génial. On a affaire qu'à de petits articles. La mise en page est géniale. Alors, je vais arrêter de vous dire génial, mais c'est ce que je pense. Il y a tout un tas de petits articles très courts, donc très rapides à lire, qui donnent envie, qui donnent le goût de tel statut, de telle histoire, de telle rue, de tel lieu. Et puis donc c'est un vrai guide, un guide comme moi, un guide de voyage comme j'aurais rêvé d'en avoir un. C'est pas le guide avec écrit tout petit avec des pages et des pages chiantes. Là vraiment on s'amuse. Non mais moi je vous le dis comme je le pense. Vous donnez des conseils comme à voir absolument, ou parfois des conseils de livres à lire, éventuellement ou de films, sujet, etc. Donc tout un tas de références. Donc ça c'est alors déjà en termes de guide. C'est une vraie réussite en termes d'édition, c'est ce que je pense. Et puis au-delà de ça, au-delà de faire découvrir, et c'est ça aussi je trouve ça extraordinaire, la ville, vous faites aussi découvrir ou redécouvrir une trentaine de dessinateurs, 6 ou 8 6 scénaristes, etc., etc. Donc des gens de la bande dessinée de petits extraits, certes, mais une grande pluralité de plumes ou de pinceaux. Et ça, pour la bande dessinée, puisque nous on est là pour parler de la bande dessinée, je trouve que c'est absolument épatant. Voilà, donc ça c'est ma chronique rapide. Pardon Nicolas, je vous coupe parce qu'il y a un truc ici qui manque dans votre présentation, c'est le fait que ce sont des anecdotes historiques réelles qui sont racontées à chaque fois en bande dessinée. Là j'ai la page du métro par exemple, parce que j'aurais pu en ouvrir à n'importe quelle page, sur celle-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter par exemple ces anecdotes c'est assez croustillantes, et le mot n'additif n'est pas choisi par hasard. C'est une de mes préférées. Lors de l'exposition universelle de 1900, on demande à un ingénieur de réaliser le métro en 1 an et demi seulement. C'est très très court, évidemment. Il doit embaucher plein de monde. Il embauche donc des tas d'ouvriers qui viennent de partout en France. Et à un moment donné, il y a un problème, les travaux ralentissent, et donc il va voir son chef et il lui dit qu'est-ce qui se passe, et il lui dit écoute, c'est simple, les ouvriers, les Bretons et les Auvergnats se surinent au moment de la pause, ils se mettent des grands coups de couteau. Mais pourquoi ils ont des grands coups de couteau? Qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est simple, quand ils coupent leur miche de pain, ils ont leur couteau, et des fois, comme ils se disputent. Alors qu'est-ce qu'il fait, Fulgence, bienvenue, il va voir son boulanger, il dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose là, avec les miches de pain, il faut que ça s'arrête cette histoire de miches de pain. Et son boulanger invente la baguette. Et ce jour-là, on a inventé la baguette, qui est quand même maintenant une référence nationale. Voilà, on apprend en même temps comment est née la baguette de pain et d'où vient ce Montparnasse bienvenu. Voilà, le fameux Fulgence bienvenu, qui est quand même un mec formidable. C'était un ingénieur inconnu qui a pris le bébé, quoi. Fallait faire un métro et il y est arrivé, quoi. Ça a été fait en 16 mois, donc c'est vraiment fabuleux. Et puis c'est une histoire continue. Je pense tout particulièrement à la statue de Henri IV. Dont on a découvert que très récemment, en 2004 ou 2006, très récemment, lors d'une rénovation, qu'il y avait des cassettes planquées à l'intérieur avec des documents. C'était extraordinaire. C'est dans les anecdotes parallèles. Voilà. Moi qui suis fan aussi du jardin juste à côté, justement, c'est pour ça que je connais très bien cette statue, du jardin comment on dit,
du vaillant vert, c'est pas du vaillant vert, c'est Le du vert galant galant, vert. le vert galant. Le vert galant. Oui, Le parce vert galant. que Henri IV était quelqu'un de très, Absolument. comment dire, attiré par les jupons des jeunes femmes. C'est Et ça. donc, comme il était bien vert, il était vert galant. Il y a C'est toujours ça. des petites touches poétiques comme ça. Et d'ailleurs, c'est toujours un square d'ailleurs qui Très romantique. qui est très romantique. Ouais, absolument. c'est très... Mais moi, j'ai découvert et redécouvert Paris J'ai adoré. en faisant ce livre. Mais à un moment donné, c'était fabuleux quoi, de découvrir autant de choses. Et en fait, ça vient de là, en fait, l'idée. C'est-à-dire qu'au début, quand je me promenais dans Paris, bon, ça c'est beau, la conciergerie c'est beau, ça c'est beau, ça c'est grand. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est en fait ça. Et quelle est l'histoire? Et nous, avec ce guide de voyage, ce qu'on veut, c'est on raconte des histoires. Ouais. Comme le ferait un vrai guide touristique qui raconte une histoire et qui vous émerveille, qui vous donne juste envie d'aller voir le lieu, ou un prof d'histoire, les profs d'histoire qui nous ont fascinés en cours au collège parce qu'ils nous racontaient l'histoire de Danton, c'était formidable. Et là, moi, ce que j'ai voulu faire avec ce guide, et toute mon équipe m'a suivi, c'est raconter des histoires. Et c'est pour ça que c'est de la bande dessinée. On raconte des histoires, on est des accélérateurs d'envie, des déclencheurs de découverte, et on n'a pas du tout la prétention d'être exhaustif. C'est pas un bouquin de 400 pages fait par des historiens, c'est un bouquin fait par des passionnés qui vous donnent juste envie d'une chose, c'est d'aller sur place, voir les lieux. Non, Moi- voilà, il y a donc près de 200 pages, dont 100 pages de BD. À chaque fois, on a juste C'est ça. un chapitre au hasard, c'est toujours pareil. Il y a une page de présentation, comme un guide de voyage avec le métro, les informations pour y aller. Voilà, une petite information, une petite histoire à raconter sur le lieu, qui est ensuite développée en 3 pages de BD. Donc, on avait des vraies pages de bande dessinée. Absolument. Et ensuite, donc, une double page pour tout savoir, ce qu'il faut savoir autour, là, sur Notre-Dame, évidemment, les lieux à découvrir. Voilà, donc, c'est vraiment tout à fait édifiant. Vraiment, encore une fois, les Parisiens, comme nous, voilà, ont découvert énormément de génial. choses. Les amoureux du patrimoine, les amoureux de la ville vont adorer ça. Les amoureux de l'histoire, avec Moi, un je grand dis- H. Et puis, tous ceux qui ont envie de voter un petit week-end à Paris, prenez ça. C'est très ça. pratique. Moi, je vous souhaite un vrai et réel succès avec ce guide-là. Je sais que et potentiellement, il y en a d'autres à venir sur d'autres villes, etc. Donc, moi, je vous encourage, évidemment, et je vous promets d'aller dans chaque ville que vous décrirez avec ces albums-là. Voilà. La dernière question, je laisse à Laurent Giannati. Laurent, vous avez une question pour Olivier Petit. Oui, Olivier, moi je suis pas comme Nicolas, je suis pas parisien, mais j'ai adoré ce bouquin parce que j'ai découvert plein de choses. Et Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, le livre sort demain en librairie. D'après vous, Olivier, est-ce qu'il va plutôt dans les librairies généralistes se trouver dans le rayon BD ou le rayon voyage? Et juste une petite remarque annexe, j'aurais presque préféré voir ce bouquin en format souple, de façon pour le transporter plus facilement avec moi lorsque je me rends à Paris. Voilà. Bah, écoute, il sera en rayon librairie. Et j'espère que les responsables de rayon voyage vont venir leur piquer et le mettre dans leur rayon voyage, qu'il soit à 2 endroits, voilà, pour être sûr de Oui, au rayon BD, du coup, voilà, et au rayon qu'on le BD. rencontre, voilà. On le souhaite. Et la version souple peut arriver un jour à l'avenir, à une autre saison, pourquoi pas. Bon, écoutez, on en reparlera. Si jamais ça sort en soupe, on en reparlera dans l'émission pour que vous ayez vous le procurer aussi. Mais en tout cas, moi, la version elle est très pratique. C'est un petit format, ça rentre dans mon sac, ça va, je peux le trimballer, ça me va très bien. Et ça s'abîme pas trop, justement. En soupe, ça s'abîmerait, peut-être que ça se cornerait plus, on sait jamais. Bon, bref. Allez, on change radicalement de sujet. On part au musée d'art et d'histoire du judaïsme pour découvrir, vous voyez, ça c'est le gros catalogue, on en reparlera juste après, cette exposition René Goscinny, Au-delà du rire. On a rencontré Anne-Hélène Houg, la commissaire de l'exposition. Et je lui demande quoi? De quoi? Je sais que ça commence par sa réponse. Je sais plus. Ah oui, tu lui. C'est Nicolas qui fait. Vous lui demandez, Emmanuel. En fait, vous lui faites remarquer quand même que très jeune, ce fameux Goscinny, il a quand même vachement de talent. Il est très doué et il est doué très jeune. C'est-à-dire que le Goscinny que nous connaissons, il existe déjà quand il est adolescent. C'est quelqu'un qui écrit des textes très drôles, d'un humour justement assez retenu et qui est tout basé, enfin entièrement basé sur le langage et la référence culturelle, une certaine élégance de langage d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui dessine, il caricature, il épingle exactement les caractères, les gens, les types de personnages. Il croque remarquablement bien. Puis il a une autre qualité aussi, c'est qu'il manie très bien la couleur. Et donc c'est frappant dans ses dessins justement des années 40, et il va faire Churchill, Laval, Mussolini, Hirohito. Il va réussir à les rendre tout à fait reconnaissables et en même temps extrêmement... le caractère ressort quelque part à travers son dessin. Ce sont des petits dessins effectivement en couleur, et puis on en découvre d'autres de sa période New York, où là on est plus dans l'ambiance new-yorker, on va dire. C'est du dessin noir et blanc, assez stylisé, très beau. On voit, voilà, il fréquente évidemment avec Harvey Kurtzman, enfin c'est cette bande de l'époque. Oui, alors c'est très juste, c'est effectivement un dessin stylisé, c'est le style new-yorker, c'est pas ce que Kurtzman fait du tout, même quand Kurtzman à l'époque dessine Hey Look.
il essaye de plaire, de rentrer dans le style du journal, mais c'est Goscinny sans être Goscinny, c'est-à-dire que c'est du dessin de presse, il essaye de rentrer un peu dans le moule de ce que recherchent les journaux à l'époque. Il n'arrive d'ailleurs pas du tout à vendre ses dessins. Et ce qu'on voit, c'est effectivement une sorte de petit dessin de presse sur la société. Goscinny, auteur majeur de bande dessinée, évidemment des plus grands héros encore aujourd'hui publiés. Lucky Luke, Is No Good, Astérix ou Le Petit Nicolas sont vraiment des héros fondateurs. Et évidemment, c'est l'occasion ici pour vous de présenter aussi les planches de ces grands auteurs-là. Oui, effectivement, on a pu réunir un certain nombre de planches originales grâce d'abord au prêt de l'Institut René Goscinny et d'Anne Goscinny, mais aussi à la Bibliothèque nationale et à des collectionneurs qui nous ont permis donc d'avoir des planches qu'il était difficile sinon de trouver, notamment des planches anciennes, celles des années 50 par exemple. On peut constater dans la partie qui concerne Uderzo qu'avant d'arriver à Astérix, il y a un cheminement dans le compagnonnage, je dirais, la fraternité même Uderzo-Goscinny, qui s'accompagne d'une recherche constante de trouver le dessin, le mode d'expression, le trait, l'histoire en fait. Et ils ont grandi ensemble jusqu'à arriver à faire Astérix. Dernier sujet, évidemment, une dernière partie de l'exposition aussi est consacrée à Pilote. L'idée de Goscinny d'un bon journal, c'était d'oser. Et en ça, il était très proche de Kurtzman, bien sûr, il partageait ce point de vue. Et c'est dans ce sens-là qu'on voit 3 générations, du vivant de Goscinny, 3 générations passées à Pilote, celle des fondateurs, Goscinny, Uderzo, Charlier, et puis celle ensuite de Giraud, et puis jusqu'en 65 où arrive Gottlieb, et puis la 3e génération, Gottlieb, Mandrika et d'autres, et la 3e génération où là on verra se faire, enfin dans ce cheminement-là, tout ce qui va constituer la bande dessinée, je dirais encore contemporaine, c'est-à-dire que il y a de grands modèles. Druillet, par exemple. Franquin va recommencer on publiera encore du Franquin, mais Franquin est un grand modèle. Cabu a travaillé aussi un certain temps avec la potachologie pour Goscinny. Donc on a tout un style de dessinateurs, toute une palette de dessinateurs qui sont des jeunes, qui sont impatients, qui sont désireux de faire œuvre et qui vont trouver chez Goscinny et chez Charlier 2 rédacteurs en chef à partir de 63. Et c'est là où le Pilote devient un journal pour la bande dessinée, vraiment. À partir de 63, on sent ce tournant. Et ces jeunes générations vont trouver la porte ouverte, en quelque sorte. Et on va voir ce qu'ils savent faire. On essaye, Reiser, par exemple. Voilà, on essaye de voir ce qu'ils peuvent faire. Puis, on paye bien les auteurs, ils ont des droits, les auteurs, pour les fondateurs de Pilote. Parce que s'ils ont fait Pilote, c'est parce qu'ils voulaient que les auteurs aient des droits. Et donc rémunérer correctement les auteurs et les reconnaître, les individualiser, en faire d'eux en sorte des sortes de vedettes, créer une attente de tel ou tel auteur et non plus tellement de tel ou tel BD. Ça a été le grand changement que Pilote a opéré dans le monde de l'art séquentiel. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une forte individualisation des auteurs et une starification en quelque sorte aussi des auteurs, alors qu'avant c'était plutôt les personnages qui étaient sur le devant de la scène. Goscinny, sa vie, son œuvre, 40 ans après, vraiment une exposition très complète qu'il faut venir voir au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Merci Anne-Hélène. Merci. L'exposition dure jusqu'au mois de janvier, elle est vraiment sublime, c'est absolument à découvrir. Sinon, vous pouvez toujours vous procurer évidemment le catalogue de l'exposition, donc René Goscinny, Au-delà du rire, je vous la recommande vivement, vraiment, j'ai adoré, ça dure jusqu'en janvier, je le disais. Donc pour ceux qui voudraient promener à Paris avec le guide de Paris, vous pouvez aussi aller dans le 3e, 71 rue du Temple. Et puis je vous signale, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même évidemment, ça ne vous aura pas échappé, le nouveau Astérix, signé par Conrad et Ferry maintenant évidemment, est sorti, c'est sorti à 2 millions d'exemplaires, ça reste évidemment le succès colossal, énorme que l'on connaît, c'est même sorti à 5 millions en tout, parce que ça sort dans 14 langues en même temps, et notamment quasiment autant en Allemagne. Et puis je vous montre aussi ça, pour le coup c'est vraiment un petit bijou, c'est des histoires inédites, c'était publié uniquement dans le Moustique à l'époque, le journal belge, donc on découvre en fait le petit Nicolas. Avant c'est toujours Goscinny et Sampé, mais en fait ce sont des histoires, des vraies, c'était d'abord une bande dessinée, puis c'est Sampé finalement qui s'est lassé, qui a préféré faire autrement, mais c'est l'occasion du coup de les découvrir, c'est absolument vraiment ce génie du dessin qu'est Sampé. En couleur, voilà, ça s'appelle Un trésor retrouvé, signé sur la couverture. Vraiment, j'ai adoré ça. Plongez-vous là-dedans, c'est un petit bonheur. On se fait plaisir quand même. Et puis, parce que évidemment, on ne ferait rien sans le coup de cœur BD Geste, évidemment, c'est l'heure de Laurent Giannati.
Cher Laurent, c'est La Horde du Contrevent, votre coup de cœur de la semaine. On vous écoute. Absolument, Emma. Je suis très content de vous présenter cet album. C'est une adaptation d'un roman écrit par Alain Damasio en 2004. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce roman. C'est l'histoire d'un peuple qui vit dans une terre aride, qui est balayé par un vent incessant. Alors, c'est pas le Mistral que je connais chez moi, hein. C'est vraiment une tempête incessante qui rend presque la vie impossible sur cette terre. Et ça raconte donc l'histoire d'une horde qui est envoyée jusqu'au bout, donc jusqu'en amont, pour tenter de savoir ce qui se passe aux sources de ce vent. Donc on a commencé à entendre parler de cette adaptation il y a à peu près 6-7 ans par Eric et Nino, et tous les fans du roman se disaient mais comment va-t-il réussir à réaliser cette adaptation? Le roman est très difficile d'accès pour 2 ou 3 raisons très simples. Déjà la numérotation du roman est en sens inverse, c'est-à-dire qu'on commence de la page 500 pour arriver à la page numéro 1. Ouais. Il y a une multitude de narrateurs et c'est encore rendu plus difficile par le fait qu'au début de chaque paragraphe il y a un symbole qui correspond à chaque narrateur différent, et il y a un petit marque-page qui est vendu avec le roman où on peut aller voir qui dit quoi, donc c'est super compliqué. Et il y a aussi un style de Alain Damasio qui est très verbeux, avec des envolées philosophiques et mystiques, donc c'est vraiment pas évident. Et il faut dire que lorsque j'ai découvert cet album, donc ce tome 1 de La Horde du Contrevent de Eric et Nino, j'ai été bluffé. Notamment donc, par le scénario, puisque c'est vraiment approprié le scénario de Damasio. Il y a eu 3 ou 4 projets qu'il a donné à Damasio pour approbation, et il a utilisé quelques astuces scénaristiques. Donc déjà la Horde au départ dans le roman faisait 23 personnes, donc là il a réduit un petit peu le nombre de personnes qui composent la Horde pour que ça soit moins fouillis. Il a utilisé un seul narrateur qui est Sauve, qui est le scribe de la Horde. Et au niveau dessin, alors là, c'est une tuerie. Déjà, comment s'imaginer représenter le vent, donc il y a quelque chose d'immatériel en BD. Vous pouvez aller voir comment fait Nino, c'est magnifique. Ouais. Puis au niveau matériel, le vent forcément va emporter les étoffes, va emporter les habits, va tout emporter. Et il s'en sort remarquablement bien. C'est une série qui est prévue en 5 ou 6 tomes. Pour l'instant, le doute demeure encore sur le nombre de tomes. Et même pour ceux qui n'ont pas lu le roman, je vous le conseille, c'est prenant, c'est captivant, et le dessin est à tomber. J'ajoute qu'il y a une rencontre qui est prévue à la librairie Maupetit à Marseille entre Damasio et Nino. C'est au mois de décembre, à vérifier, je ne sais plus si c'est le 6 ou le 13 décembre, on va regarder ça, mais voilà, évidemment ce sera la rencontre au sommet des 2 auteurs. Donc à suivre, je vous redonnerai la date, promis, la prochaine émission si j'y pense. Ou je la mettrai sur Facebook, vous savez. Vous nous suivez évidemment sur Facebook. Cette émission est déjà terminée, mais vous pouvez la revoir en replay sur Watch, évidemment, sur le site de Watch, et multidiffusé. Vous allez voir sur le programme, sur la chaîne, vous avez le détail. Et puis sur YouTube, sur Dailymotion, vous pouvez nous podcaster. Enfin bon, vous éclatez, vous n'envoyez quand vous voulez. Nous, en tout cas, on se fait plaisir. Et puis je vous montre comme le livre de notre invité du jour. Vous allez découvrir vite en librairie, puisqu'il sort très vite, le guide de Paris en bande dessinée. Merci Olivier Petit d'être venu en plateau avec nous pour en causer. Beaucoup. Et puis dans 15 jours, on causera polar. Oui, avec Commissaire Kwame, avec Donatien Marie qui est parti en Côte d'Ivoire avec Marguerite Aboué. Ouais. Ça, on en reparlera, puis on parlera de tellement de choses. Rendez-vous dans 15 jours sur Watch. Merci Nicolas. Ça a été un plaisir, comme d'habitude. Merci à Laurent Genati, puisqu'évidemment l'émission sera aussi sur la site du BDG grâce à vous. Merci Laurent. Salut Laurent. Merci Emma, merci Nicolas. Merci à Benjamin d'avoir réalisé cette émission. Il n'est pas en plateau, mais j'ai plein de garçons, tout ça pour moi. Je suis trop contente. Allez, bravo, merci à tous, merci de votre fidélité. À très vite. Ah si, la semaine prochaine, c'est Christophe Villain, évidemment. Nous, c'est dans 15 jours. Allez, à bientôt, bye bye. Salut.